Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Depuis le Conseil économique et social, le président de la République, Joseph Aoun, a plaidé pour une gouvernance fondée sur l'écoute, la maturité politique et le dialogue. Le président Aoun a adressé un message clair aux responsables politiques. Il est temps de faire preuve de maturité. Dans son discours, le chef de l'État a évoqué les 3 étapes que traverse tout responsable politique: l'écoute, l'excès de confiance et enfin la maturité. Une étape qu'il appelle tous les responsables à atteindre sans tarder. Je suis venu vous demander une faveur, m'aider, ainsi que tous les responsables du Liban, à passer immédiatement à cette 3e étape, a-t-il déclaré. Appelant à l'autocritique et à l'acceptation du dialogue constructif, le président a insisté sur l'importance de dire non lorsque l'intérêt général l'impose. Il a également souligné le rôle stratégique du Conseil économique et social, saluant l'adoption récente d'une loi obligeant le gouvernement à le consulter sur toute question économique, sociale ou environnementale. Charles Arbide, président du Conseil, a salué cette volonté de changement et s'est montré optimiste quant à la nouvelle dynamique initiée. La question de l'armement du Hezbollah reste au cœur des débats politiques. Le chef du Parlement, Namir Berri, a affirmé que la remise des armes du parti ne pourra intervenir qu'à certaines conditions. Selon le chef de la Chambre, pas question de désarmer le Hezbollah sans garantie. Dans un entretien accordé à Assas Media, le président du Parlement a conditionné toute remise des armes au respect par Israël de l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Il a rappelé que l'armée libanaise a bien été déployée au sud et que le Hezbollah n'a pas tiré depuis la signature de l'accord. Selon lui, c'est Israël qui viole l'entente. Le chef du législatif libanais accuse même les États-Unis de ne pas exercer assez de pression sur leurs alliés. Dans le cadre de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, le juge Tar El-Bitar a procédé à l'interrogatoire de l'ancien Premier ministre Hassan Diab. Une séance très attendue qui s'est tenue au palais de justice de Beyrouth. L'interrogatoire a duré plusieurs heures et à l'issue de la séance, l'avocat de Diab, Rachid Derbas, a qualifié la séance de constructive et a affirmé que Diab avait répondu à toutes les questions posées. Nous avons insisté sur 2 points. D'abord que c'est le Premier ministre lui-même qui a renvoyé l'affaire devant le Conseil judiciaire. Et ensuite, nous avons réaffirmé notre attachement à la compétence du Conseil supérieur pour juger les présidents et les ministres, a affirmé Derbas. La défense de Diab espère un non-lieu, mais reste prête à faire valoir ses arguments devant le Conseil judiciaire si nécessaire. À Oman, une nouvelle étape s'ouvre ce samedi dans les pourparlers nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff y participera pour tenter de faire avancer les négociations. Sous la médiation discrète d'Oman, Américains et Iraniens poursuivent leurs discussions sur l'avenir du programme nucléaire de Téhéran. Samedi, une 3e session de négociation s'ouvrira sur le programme nucléaire iranien. À la tête de la délégation iranienne, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, accompagné d'experts techniques. Côté américain, c'est Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump, qui participera pour la 3e fois à ces discussions. Ces négociations indirectes porteront notamment sur les aspects techniques du programme nucléaire iranien. L'objectif, encadrer les niveaux d'enrichissement de l'uranium et restaurer la transparence des activités nucléaires de Téhéran. Un rendez-vous jugé crucial alors que Washington continue d'afficher sa préférence pour une solution diplomatique sans écarter l'option militaire. En toile de fond, les inquiétudes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon son directeur, Raphaël Grossi, l'Iran serait désormais pas loin d'atteindre le seuil nécessaire pour produire l'arme atomique. Téhéran, de son côté, multiplie les consultations. Après Moscou et Pékin, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, propose désormais un dialogue ouvert avec Paris, Berlin et Londres, tout en dénonçant les tentatives d'Israël de faire dérailler la diplomatie. Israël, pour sa part, alerte sur un danger existentiel si l'Iran venait à se doter de l'arme nucléaire, exhortant la communauté internationale à agir vite.
À quelques mois de l'expiration d'un mécanisme permettant de réimposer les sanctions de l'ONU contre Téhéran, les discussions de samedi pourraient être décisives. Une importante délégation de chefs druzes syriens est arrivée ce vendredi en Israël pour un pèlerinage religieux malgré l'état de guerre entre les deux pays. C'est la deuxième visite du genre depuis la chute du régime syrien de Bachar el-Assad. Ils sont environ 600 venus à pied depuis la Syrie, franchissant la frontière israélienne au cœur du plateau du Golan. Tous sont membres de la communauté druze. Cette visite marque un moment historique pour la deuxième fois en un mois. Des cheikhs syriens font le voyage vers Israël, cette fois pour un pèlerinage de 4 jours au tombeau de Nabi Chouaib, près de Tibériade, au lieu sacré du druzisme. La délégation est composée de religieux, venus notamment de la ville de Hadar, près de Damas, de la banlieue de Jaramana, ainsi que de la province druze de Souaïda. Un des membres de la délégation a souligné « C'est une visite religieuse, rien d'autre. Nous sommes ici pour prier et rencontrer nos frères. Nous avons demandé à rester une semaine, mais nous n'avons obtenu qu'une nuit. La situation reste instable sur le Golan, mais ce pèlerinage témoigne d'une volonté de maintenir les liens spirituels malgré les lignes de front. » Une attaque meurtrière a coûté la vie à 26 civils mardi à Pahalgam, dans la région touristique du Cachemire. Il s'agit de l'attentat contre des civils le plus sanglant depuis plus de 2 décennies. Voici le récit glaçant des survivants. Les témoignages recueillis, les assaillants sont sortis de la forêt, armés et déterminés. Ils ont isolé les hommes, les séparant des femmes et des enfants, avant d'ouvrir le feu à bout portant. Certains survivants racontent avoir échappé à la mort en récitant la shahada, la profession de foi islamique. D'autres, incapables de répondre, ont vu leurs proches abattus sous leurs yeux. L'Inde accuse le Pakistan d'être derrière cette attaque, pointant du doigt le groupe islamiste Lashkar-e-Taiba. Islamabad nie toute implication. Certains survivants dénoncent également la lenteur des secours. Pour beaucoup, plusieurs vies auraient pu être sauvées si l'aide était arrivée à temps. À Pahalgam, l'heure est au deuil, à la colère et aux interrogations. L'attaque a ravivé les tensions entre l'Inde et le Pakistan et relancé les débats sur la sécurité dans cette région fragile. Un tournant qui peut être décisif dans la guerre en Ukraine. La Russie affirme être prête à conclure un accord de paix. Une annonce survenue après de nouvelles frappes meurtrières sur Kiev, alors que Donald Trump hausse le ton et intensifie ses efforts diplomatiques. Kiev est sous le choc. La capitale ukrainienne a été la cible d'une des pires attaques russes depuis des mois. 12 morts, 70 missiles, 145 drones et des quartiers entiers dévastés. Face à cette escalade, Moscou se dit pourtant prête à la paix. Dans une interview à CBS, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la Russie était ouverte à un accord, mais certains points doivent encore être clarifiés. De son côté, Donald Trump, en pleine manœuvre diplomatique, a dénoncé les dernières frappes comme un très mauvais timing, allant jusqu'à interpeller Vladimir Poutine sur sa plateforme Truth Social. Vladimir arrête. Mais c'est la question de la Crimée qui crispe les négociations. Alors que Trump évoque un compromis, voire la reconnaissance tacite de l'annexion de 2014, Volodymyr Zelensky campe sur sa position. Pas de concession territoriale en vertu de la constitution ukrainienne. L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu à Moscou d'ici la fin de la semaine, tandis que Trump et Zelensky seront présents samedi à Rome pour les obsèques du pape François, où une rencontre n'est pas exclue. Alors que les fronts militaires restent actifs, les lignes diplomatiques bougent. Reste à savoir si cette volonté d'accord évoquée par Moscou est sincère ou stratégique. La page culturelle hebdomadaire avec l'agenda culturel. En Irak, le blé pousse désormais en plein désert.
Un miracle rendu possible grâce aux nappes phréatiques devenues un recours vital face à la sécheresse. Mais cette solution de dernier recours n'est pas sans risque. À Najaf, dans le sud de l'Irak, des cercles verts tranchent avec le sable ocre du désert. Ici, les champs de blé ne doivent rien au fleuve millénaire du Tigre ou de l'Euphrate, mais tout à l'eau pompée dans les nappes phréatiques. Hadi Shahid est agriculteur et il affirme « Sans ces puits, on ne pourra pas cultiver ici. La sécheresse est plus dure chaque année et ces arroseurs, ce sont notre seul salut. Ces systèmes modernes permettent d'économiser jusqu'à 50% d'eau. Résultat, cette année, plus de 3 millions de dodoubs, soit près de 775 000 hectares, ont été irrigués avec des eaux souterraines. » Mais Monaim Shahid, de l'autorité agricole de Najaf, souligne « On dépasse même l'autosuffisance en blé. Mais ces réserves doivent être rationnées. Ce sont des ressources stratégiques pour nos enfants. » Le modèle s'étend. À Kerbala, l'institution religieuse de l'imam Hussein cultive déjà plus de 1000 hectares de blé. Mais les experts tirent la sonnette d'alarme. Sameh El-Bouqdadi, expert en gestion de l'eau, déclare « On extrait cette eau comme si elle était inépuisable. Mais c'est faux. Ces nappes se forment sur des milliers d'années et nous les épuisons en quelques décennies. Des récoltes records, mais un avenir incertain, car dans ce pays frappé par le changement climatique, l'or vert du désert pourrait vite devenir un mirage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.